Au cœur de la ville, lors d'une fête scintillant d'une richesse dont la plupart d'entre nous ne font que rêver, une famille régnait en maître, les Beaumont. Ils avaient tout, l'argent, le pouvoir et un sens cruel du privilège. Ce soir-là, ils jetèrent leur dévolu sur une humble serveuse, décidant quel serait leur divertissement. Ils la bousculèrent, la ridiculisèrent et tentèrent de briser son esprit devant une salle comble de l'élite de la ville. Mais ils firent une erreur de calcul fatale. Ils n'auraient jamais imaginé qu'elle avait un secret, et ils n'auraient jamais, au grand jamais, pensé qu'elle monterait sur scène, saisirait le microphone et déchaînerait une vérité qui ferait s'effondrer tout leur empire. Le Ciel d'Or n'était pas simplement un restaurant. C'était un testament à la vieille fortune, une forteresse d'opulence discrète, perchée au 28e étage au-dessus de la ville animée. Ses fenêtres étaient de vastes panneaux, de cristal qui assourdissaient tous les bruits d'eau du monde en contrebas, transformant la métropole tentaculaire en un tapis silencieux et scintillant pour ses clients. À l'intérieur, l'air était imprégné du parfum des lits blancs et des parfums coûteux, une fragrance qui s'accrochait aux chaises en velours et aux nappes en lin amidonné. Pour le personnel, c'était un lieu de règles méticuleuses et de servitude invisible. Pour les invités, c'était un terrain de jeu. Ce soir-là, la salle de bal principale du club était réservée à un événement privé organisé par la famille Beaumont. Même parmi la clientèle habituelle du Ciel d'Or, composée de milliardaires et de titans de l'industrie, le nom Beaumont avait un poids unique. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient une institution. Richard Beaumont était un titan de la finance, un homme dont les chuchotements pouvaient refaire trembler la bourse. Sa femme, Éléonore, était la reine sociale en titre, et de la ville, une femme sculptée dans la glace et l'ambition, dont l'approbation pouvait faire ou défaire la position sociale d'une personne. Leur fils, Julien, était l'héritier présomptif, doté du physique avantageux de son père et de la cruauté de sa mère, le tout enrobé d'une arrogance de grande école. L'événement visait officiellement à célébrer les fiançailles de Julien avec Isabelle de la Croix, une belle jeune femme issue d'une famille respectable, mais nettement moins fortunée. Mais tout le monde dans la salle connaissait le véritable objectif de la fête, annoncer la finalisation d'une fusion de plusieurs milliards d'euros entre Beaumont Capital et un conglomérat technologique chinois, représenté ce soir par Monsieur et Madame Cheng, au visage impassible. Cet accord était le joyau de la couronne de la carrière de Richard. Parmi le personnel vêtu de noir, se déplaçant comme des fantômes silencieux à travers la salle, se trouvait Élise Faux, Urnier. À 24 ans, elle possédait une grâce tranquille, qui ne semblait pas tout à fait à sa place dans le monde frénétique et stressant de la restauration. Ses grands yeux expressifs cachaient une profondeur qui laissait deviner une vie vécue bien au-delà des limites du service de champagne et de canapé. Elle travaillait au Ciel d'Or, non par choix, mais par nécessité. Chaque euro qu'elle gagnait servait à payer les factures médicales écrasantes de sa mère, Maria, qui était lentement consumée par une maladie neurologique dégénérative dans une modeste maison de retraite de l'autre côté de la ville. La véritable passion d'Élise, ce qui nourrissait son âme, c'était la musique. Sa voix était son seul héritage de sa mère, un soprano puissant qui pouvait remplir une salle de concert. Mais les rêves du Conservatoire de Paris et des grandes scènes du monde avaient été mis en attente indéfiniment. La vie avait exigé d'elle un autre type de perfo, romance, le rôle de la serveuse souriante et déférente. Fournier, la table 7 a besoin de plus de champagne. La table Beaumont, aboya M. Dubois, le directeur du club. C'était un homme plus âgé et sévère, avec une expression perpétuellement inquiète. Mais il avait un faible pour Élise. C'est lui qui l'avait embauchée, voyant une lueur de quelque chose de familier dans son regard déterminé. Et faites attention, Madame Beaumont s'est déjà plainte que les fleurs se fanaient. « Oui, monsieur Dubois, dit Élise, sa voix un doux murmure. Elle alla chercher une bouteille fraîche de Dom Pérignon, la condensation froide contre ses doigts. En s'approchant de la table des Beaumont, une bulle d'anxiété se serra dans sa poitrine. La famille était assise au centre de la pièce, une cour royale en pleine session. Éléonore Beaumont, drapée de diamants qui scintillaient comme des éclats de glace, observait l'approche d'Élise avec un œil d'une critique troublante. « Enfin, dit-elle, sa voix portant suffisamment loin pour que les tables voisines l'entendent. On pourrait croire qu'ils sont en train de cueillir les raisins eux-mêmes. » Julien gloussa, un son suffisant et désagréable. Il se pencha en arrière sur sa chaise, étirant délibérément ses jambes dans l'allée. « Mère, il faut être patiente. Le bon personnel est si terriblement difficile à trouver de nos jours.
Ce n'est pas comme s'il les débauchait du Ritz. Les joues d'Élise s'empourprèrent, mais elle garda une expression parfaitement neutre, un masque de courtoisie professionnelle qu'elle avait perfectionné au fil des années de rencontres similaires. Elle murmura « Mes excuses pour le retard, madame », et commença à verser. Alors qu'elle se penchait pour remplir le verre de Richard Beaumont, sa main trembla de manière presque imperceptible. Richard lui-même était une étude du pouvoir maîtrisé. Il était beau d'une manière sévère, ses cheveux gris, oh non, parfaitement coiffés. Contrairement à sa femme et à son fils, il était silencieux, les yeux fixés sur ses invités chinois, Monsieur et Madame Cheng, avec qui il était engagé dans une conversation polie mais intense. Il ne semblait pas du tout remarquer Élise. Il était une planète, et elle était une poussière dans son orbite, totalement insignifiante. Quand elle atteignit la fiancée de Julien, Isabelle, elle remarqua le sourire crispé de la jeune femme. Les yeux d'Isabelle, d'un noisette chaleureux, croisèrent ceux d'Élise pendant une fraction de seconde, et Élise y vit non pas de l'arrogance, mais une tristesse profonde et lasse. Isabelle fit un petit signe de tête, presque pour s'excuser, comme pour se distancier de la grossièreté de la famille. « Faites attention, lança Julien alors qu'Élise se déplaçait pour le servir. Ce costume est un Zegna. Il coûte plus que votre salaire annuel. Je préférerais que vous ne le redécoriez pas. Bien sûr, monsieur, murmura Élise, la voix tendue. Elle versa le champagne avec une précision méticuleuse, toute sa concentration tournée vers le maintien de sa main stable. Mais alors qu'elle se redressait, Julien, d'un mouvement désinvolte, presque paresseux, bougea sur sa chaise. Le pied de sa chaise heurta sa cheville. Ce n'était pas un croche-pied agressif, mais c'était juste assez pour la déséquilibrer. Élise trébucha, et la lourde bouteille glissa de ses mains. Elle ne se brisa pas. Au lieu de cela, elle atterrit sur le tapis moelleux avec un bruit sourd, projetant une fontaine de champagne coûteux sur la nappe blanche immaculée, et à l'horreur d'Élise, sur la manche de la robe en soie d'Éléonore Beaumont. Le silence se fit à la table. Les conversations aux tables voisines s'interrompirent. Tous les yeux à proximité se tournèrent vers la scène. Éléonore Beaumont baissa les yeux sur la tache sombre qui s'étalait sur sa manche comme si elle avait été frappée physiquement. Elle se leva lentement, son visage un masque de fureur froide. « Espèce de petite fille maladroite et incompétente » siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. « Avez-vous la moindre idée de ce que vaut cette robe ? C'est de la haute couture. C'est irremplaçable. Je suis tellement désolée, Madame Beaumont. » C'était un accident, balbutia Élise, son cœur battant contre ses côtes. Elle chercha une serviette en tâtonnant, essayant d'éponger la tache, mais Éléonore repoussa sa main d'un geste sec. « Ne me touchez pas !» cria-t-elle, son sang-froid soigneusement construit se fissurant enfin. Toute la salle de bal regardait maintenant. « Éloignez-la de moi. Richard, fais quelque chose. C'est humiliant. » Julien se pencha en arrière, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Il appréciait le spectacle. « Tu vois, mère, voilà ce qui arrive quand on laisse n'importe qui entrer de la rue. » Richard Beaumont détourna enfin son hâte. Tension des Cheng, son visage un nuage d'orage de contrariété. L'interruption mettait en péril le rapport délicat qu'il était en train de construire. Il ne regarda pas Élise, il regarda par-dessus elle Monsieur Dubois, qui se précipitait maintenant vers la table. « Dubois !» tonna Richard, sa voix rayonnant d'autorité. « Contrôlez votre personnel. Nous essayons de faire des affaires ici. J'attends que ce désordre soit réglé, et j'attends que son salaire soit retenu pour payer les dommages. » Monsieur Dubois arriva, le visage pâle. « Mes plus sincères excuses, Monsieur Beaumont. »« Madame Beaumont, cela sera réglé immédiatement. » Il attrapa le bras d'Élise, sa prise étonnamment douce mais ferme. « Venez avec moi, mademoiselle Fournier. » Alors qu'il l'entraînait, loin de la table, une vague de honte et de colère submergea Élise. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était l'injustice. Julien l'avait fait trébucher. Elle en était certaine. Mais dans ce monde, la vérité n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait était le pouvoir, et elle n'en avait aucun. De l'autre côté de la pièce, elle pouvait entendre la voix d'Éléonore, toujours empreinte d'une indignation théâtrale. Honnêtement, la qualité des gens de nos jours. Aucune grâce, aucune éducation. On se demande même d'où ils viennent. Les mots la frappèrent avec une force inattendue. D'où ils viennent. Elle serra le petit médaillon en argent qu'elle portait toujours caché sous son uniforme. C'était celui de sa mère. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo délavée de sa mère, Maria, jeune et radieuse. Et de l'autre côté, la photo d'un homme qu'Élise n'avait jamais rencontré, son père. Un homme que sa mère n'appelait que Rick, un musicien fauché avec une âme de poète, qu'elle avait aimé farouchement avant qu'il ne disparaisse de leur vie,
poursuivant un rêve d'un autre genre. « Respirez, Élise, » dit doucement M. Dubois, alors qu'il atteignait le sanctuaire du couloir de service. « Ne les laissez pas vous atteindre, ce sont des vipères. »« Il m'a fait un croche-pied, M. Dubois, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Julien Beaumont, il l'a fait exprès. » M. Dubois soupira, ses épaules s'affaissant. « Je sais, je l'ai vu. Mais que pouvons-nous faire? C'est leur monde, Élise. Nous ne faisons qu'y travailler. » Il la regarda, son expression peinée. « Prenez quelques minutes, reprenez-vous. Je vais arranger les choses. » Mais alors qu'Élise se tenait dans le couloir blanc et stérile, les sons étouffés de la fête filtrant à travers les murs, quelque chose en elle commença à changer. Pendant des années, elle avait ravalé sa fierté, enduré les remarques désobligeantes et la cruauté désinvolte, tout cela pour sa mère. Elle s'était dit que c'était un noble sacrifice. Mais ce soir, c'était différent. Les mots d'Éléonore, le sourire narquois de Julien, le regard méprisant, Isant de Richard, ils n'avaient pas seulement humilié une serveuse, ils avaient insulté la mémoire de sa mère, les sacrifices qu'elle avait faits et la digne discrétion avec laquelle elle avait élevé Élise. Un feu lent commença à brûler dans son ventre. C'était un sentiment qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années, une colère pure et sans mélange. Le masque de la serveuse déférente commençait à se fissurer. De retour dans la salle de bal, l'incident fut aplani avec l'efficacité sans faille des riches. Une nouvelle nappe fut rapidement mise en place. Éléonore fut apaisée par des excuses profuses et la promesse d'une compensation, et le trio de jazz sur la petite scène à l'autre bout de la pièce reçut pour instruction de jouer quelque chose d'un peu plus entraînant pour dissiper la tension persistante. Les Beaumont, ayant affirmé leur domination, retournèrent charmer leurs invités. La machine de la soirée continua de tourner. Richard Beaumont recentra son attention sur M. Chang, sa voix redevenant un baume suave de diplomatie d'entreprise. « Mes excuses pour cette malheureuse démonstration, Sang-jun. » Un léger trouble domestique. Maintenant, comme nous discutions des projections du 3e trimestre, mais M. Chang, un homme qui avait bâti son empire à partir de rien dans le monde hyper compétitif de la technologie de Shanghai, était un fin observateur du caractère. Il avait vu tout l'échange. Il avait noté le sourire narquois de Julien et la rage disproportionnée d'Éléonore. Il avait également vu la dignité silencieuse et brisée sur le visage de la serveuse alors qu'elle était emmenée. Il hocha poliment la tête en direction de Richard, mais une petite graine de doute, presque imperceptible, avait été plantée. Dans sa culture, le respect des aînés, des employés, de soi-même, était primordial. La démonstration des Beaumont avait été tout sauf respect, tueuse. Pendant ce temps, dans le couloir de service, Élise s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de calmer le tremblement de ses mains. M. Dubois la trouva appuyée contre le carrelage frais, les yeux fermés. « Ils veulent que vous preniez le service du bar pour le reste de la soirée, dit-il doucement, pour vous garder hors de leur champ de vision. Je suis désolé, Élise. Si je pouvais les virer de mon restaurant, je le ferais. Ce n'est pas de votre faute, M. Dubois, dit-elle, sa voix plus assurée, maintenant teintée d'une nouvelle résolution dure. Elle ouvrit les yeux, et il fut surpris par l'intensité de son regard. L'habituel douce acquiescement avait disparu, remplacé par quelque chose de fougueux et de déterminé. « Ça va ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère dans sa voix. Élise hocha lentement la tête. « Je pense que j'en ai fini d'être invisible. » Avant que M. Dubois ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle ajusta son uniforme, glissa une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille et retourna vers la salle de bal, non pas vers le bar, mais vers un poste de service près de l'entrée principale, d'où elle pouvait observer la table des Beaumont à distance. Elle les regardait, non plus comme une servante, mais comme une analyste. Elle vit Éléonore se pavaner et rire, sa main reposant possessivement sur le bras de Richard. Elle vit Julien se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille d'Isabelle, faisant tressaillir la jeune femme de manière presque invisible. Et elle regarda Richard. Il était l'image même du succès. Un homme au sommet absolu de son monde. Il commandait la pièce avec une gravité sans effort. Un souvenir, vague et lointain, refit surface dans l'esprit d'Élise. Une histoire que sa mère, Maria, lui racontait les soirs où sa maladie faisait vagabonder son esprit dans le temps. Il avait les mains les plus merveilleuses. Moi, d'un amour, murmurait Maria, ses propres mains, noueuses et faibles. Forte, ma Doce. Il pouvait faire chanter une guitare. Il m'a écrit une chanson, tu sais. Il l'appelait « La complainte du saule ». Il disait que j'étais comme un saule, gracieuse et souple, mais ne se brisant jamais.
Il se faisait appeler Rick. Il disait que son vrai nom était trop guindé pour un musicien. La main d'Élise se porta instinctivement à son médaillon. Rick, un musicien fauché. Serait-ce possible? La pensée était si extravagante, si follement improbable qu'elle la rejeta presque. Richard Beaumont, le titan de la finance, un musicien errant avec une guitare. C'était impossible, une cruelle coïncidence de nom. Mais alors qu'elle continuait de l'observer, elle remarqua quelque chose. Quand il pensait que personne ne le regardait, quand sa femme était engagée dans une conversation et que son fils était concentré sur sa fiancée, le masque de Richard glissait, juste pour une seconde. Une profonde lassitude s'installait sur ses traits, une tristesse profonde dans ses yeux qui reflétait le regard qu'elle voyait si souvent chez Isabelle. Et ses doigts, posés sur la table, tapèrent des rythmes silencieux et complexes sur le lin, comme un guitariste fredonnant nonchalamment un air. Le trio de jazz termina son set et quelques applaudissements polis remplirent la salle. Pendant le bref interlude, Julien décida qu'il avait besoin de plus de divertissement. Il croisa le regard d'Élise de l'autre côté de la pièce et lui fit signe de s'approcher d'un geste suffisant et impérieux de ses doigts. Son estomac se noua. Elle ne voulait pas y aller, mais défier une convocation directe signifierait un licenciement immédiat. Prenant une profonde inspiration, elle retourna dans la fosse au lion. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de la chaleur qu'elle avait auparavant. Julien se pencha en avant d'eux. Nerf conspirateur, sa voix un murmure grave destiné à être entendu par toute la table. Nous étions justement en train de débattre. Ma mère pense que les gens de votre profession n'ont aucune ambition. Moi, par contre, je pense que vous devez avoir des rêves. Dites-moi, dit-il, les yeux brillants de malice, de quoi rêve une fille comme vous la nuit? D'un uniforme un peu moins taché, d'un pourboire plus généreux? La table gloussa, à l'exception d'Isabelle, qui baissa les yeux sur ses genoux, ses jointures blanches alors qu'elle serrait sa pochette. M. Chang, de son point de vue, observait l'échange avec une expression de pierre. La question flottait dans l'air, épaisse de condescendance. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La moquerie de son travail était une chose, mais le mépris narquois de son humanité, de son droit à avoir des rêves, enflamma le feu dans son âme, le transformant en un brasier déchaîné. Elle ne regarda pas Julien, mais directement Richard Beaumont, dont le regard s'était maintenant posé sur elle, une lueur d'irritation dans les yeux face à cette nouvelle perturbation. La voix d'Élise, quand elle parla, était claire et stable, tranchant le bourdonnement sourd de la pièce. « Je rêve d'un temps où la valeur d'une personne n'était pas mesurée au coût de son costume, monsieur Beaumont. » Le sourire narquois de Julien disparut, remplacé par un éclair de colère. « Mais, espèce de petite insolente. » « Et je rêve, continua Élise, sa voix s'élevant légèrement, ses yeux toujours rivés sur le patriarche de la famille, de musique. Je rêve de scènes et de salles de concert et de chansons qui disent la vérité. Éléonore ricana. Oh, un oiseau chanteur en cage. Comme c'est charmant. Savez-vous même chanter juste? Ou est-ce juste une autre de vos activités maladroites? C'était ça. Le défi avait été lancé. Une idée, folle et terrifiante, et absolument brillante, explosa dans l'esprit d'Élise. C'était insensé. Elle se ferait virer. Elle pourrait se retrouver sur la liste noire de tous les emplois de service de la ville. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. La dignité, réalisa-t-elle, était une monnaie bien plus précieuse qu'un salaire. Elle leur adressa un petit sourire énigmatique. « Je sais chanter juste, » dit-elle doucement. Et sur ce, elle tourna le dos à la famille la plus puissante de la ville et commença à marcher vers la scène. Toute la table la regarda, stupéfaite et silencieuse. Monsieur Dubois, voyant sa démarche déterminée, sentit une secousse de panique. « Élise, qu'est-ce que vous faites ?» siffla-t-il alors qu'elle passait devant lui. Elle ne répondit pas. Sa concentration était unique. Le trio de jazz avait laissé ses instruments, et un unique microphone étincelant se tenait sans surveillance au centre de la scène, une sentinelle silencieuse. Les têtes se tournèrent alors qu'elle marchait. Un murmure ondula à travers la salle de bal. Une serveuse montait sur scène. Faisait-ce partie du spectacle? Un sketch comique prévu? Julien se mit à rire, un son rauque et braillard. Qu'est-ce que c'est? Va-t-elle jongler pour nous maintenant? Éléonore semblait mortifiée. Richard, c'est un fiasco. Votre fusion est en jeu, et le personnel fait une crise de nerfs. Mais Richard Beaumont n'écoutait pas. Il regardait Élise, une expression étrange et indéchiffrable sur son visage. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait, une grâce provocante sous la pression
qui titillait un souvenir longtemps enfoui. Élise atteignit la scène et monta. Le bois poli semblait solide sous ses chaussures noires et pratiques. Elle prit le microphone de son pied, le métal froid un conduit de pouvoir dans sa main. La salle était maintenant complètement silencieuse. 200 paires d'yeux étaient fixés sur elle, la serveuse solide, R, la fille maladroite et incompétente. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux une seconde et imagina le visage de sa mère. Elle pensa à l'histoire de la complainte du saule. Elle pensa à l'homme nommé Rick, et elle regarda au-delà de la mer de visage confus et hostile, ses yeux trouvant une fois de plus Richard Beaumont. Et puis elle commença à chanter. Le trajet depuis le bord de la salle de bal jusqu'à la petite scène surélevée fut la plus longue marche de la vie d'Élise Fournier. Chaque pas était une déclaration de guerre contre la vie de servitude silencieuse qu'elle s'était forcée à endurer. L'air, autrefois simplement chargé de parfums et de privilèges, semblait maintenant traversé par un courant électrique volatile. Elle pouvait sentir les regards de 200 personnes sur son dos, un poids physique de jugement et d'incrédulité. Les chuchotements la suivaient, comme le bruissement de feuilles sèches, un son de mots, queries et de confusion. « Est-elle ivre ?» murmura une femme en émeraude à une table voisine. « Mais à quoi pense donc Dubois? Laisser le personnel en liberté ?» grommela un homme en faisant un geste avec son cigare. De la table principale, la voix de Julien trancha le bruit, empreinte d'un amusement théâtral et suffisant. « Eh bien, ça promet d'être intéressant. Peut-être une lecture de poésie dramatique sur la tragédie du champagne renversé. » Il rit, un son rauque et braillard qui encouragea quelques rires flagorneurs autour de lui. Éléonore était au-delà de l'amusement. Elle était une statue de marbre de fureur, son visage pâle, ses lèvres une fine ligne exsangue. « Richard, fais quelque chose, siffla-t-elle entre ses dents serrées, sa voix un sifflement bas et dangereux. C'est une abomination. Les Chang nous regardent. Tout notre avenir regarde cette farce. » Mais Richard Beaumont ne répondit pas. Il ne regardait pas sa femme. Il regardait la serveuse. Quelque chose dans sa posture provocante, la ligne droite de son dos alors qu'elle marchait vers la scène, lui envoya un picotement troublant le long de la colonne vertébrale. C'était la lueur de quelque chose de familier, un fantôme d'une vie qu'il avait pris un soin méticuleux à enterrer sous des décennies de costumes sur mesure et de transactions impitoyables. Élise ne les entendait pas, ou si elle les entendait, les sons étaient lointains, filtrés par le rugissement dans ses propres oreilles. Son monde s'était rétréci à un seul chemin, une ligne droite vers le microphone argenté étincelant, seul sous la lueur chaude des projecteurs de la scène. Il ressemblait moins à un équipement audio qu'à un sceptre attendant d'être réclamé. Les membres du trio de jazz qui remballaient de leurs instruments à proximité s'arrêtèrent et la dévisagèrent, leurs expressions un mélange d'alarme et de stupéfaction. Elle atteignit la scène. Hadieh monta les 2 petites marches. Le bois poli ressemblait à une estrade, l'élevant au-dessus du monde qui avait tant essayé de la maintenir au sol. Ses chaussures plates de travail firent un son doux et résolu sur les planches. Elle tendit la main et ses doigts se refermèrent sur le microphone. Le métal était froid et solide dans sa main, une ancre dans une mer tourbillonnante d'hostilité. Elle le souleva de son pied. Le petit déclic de son détachement sembla résonner dans la salle maintenant plus silencieuse. Les murmures commencèrent à s'éteindre, remplacés par un silence tendu et expectant. Ce n'était plus seulement une interruption bizarre, c'était une confrontation. Elle prit une profonde inspiration, l'air ayant un goût de vin éventé et d'anxiété. Elle ferma les yeux une seule et brève seconde. Dans cette obscurité, elle ne vit pas la foule hostile. Elle vit le visage de sa mère, fatigué mais souriant. Elle entendit la voix de sa mère, affaiblie par la maladie mais toujours pleine d'amour, lui chuchotant une histoire sur un homme nommé Rick et une chanson sur un saule. Il disait que j'étais gracieuse, souple, mais que je ne me briserais jamais. Élise ouvrit les yeux. Elle ne balaya pas la salle du regard. Elle ne regarda pas les visages choqués ou les sourires condescendants. Son regard survola la mer de paillettes et de cristal et trouva sa cible. Il se fixa sur Richard Beaumont, et puis elle chanta. Il n'y eut ni introduction, ni accompagnement. Il n'y eut que le silence caverneux de la salle de bal, puis une seule note pure qui s'échappa des lèvres d'Élise. Ce n'était pas le son timide et haletant d'une amatrice. C'était le son d'une soprano de formation classique. Une note si claire, si puissante et si pleine d'émotions brutes et indomptées qu'elle semblait vibrer dans l'air même de la pièce. Ce fut un choc pour le système, un éclair soudain et brillant dans un monde terne et prévisible. Les invités, qui s'étaient
penchés en arrière sur leur chaise en souriant narquoisement, se redressèrent d'un coup. La bouche de Julien, qui était restée ouverte au milieu d'un rire, resta béante. Les premières mesures étaient a cappella, une mélodie obsédante et mélancolique, qui semblait à la fois ancienne et profondément personnelle. C'était une mélodie de désir, de pluie sur les vitres, d'un amour perdu mais non oublié. C'était l'ouverture reconnaissable de La Complainte du Saule. De l'autre côté de la pièce, Richard Beaumont tressaillit physiquement. Ce fut un mouvement subtil, un simple raidissement de ses épaules, mais pour lui, c'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Cette mélodie, il ne l'avait pas entendue depuis plus de 25 ans. Mais ce n'était pas seulement une chanson qu'il entendait. C'était une clé tournant dans une serrure dans le donjon, le plus profond et le plus fortifié de sa mémoire. Le son de cette mélodie, si pure et inattendue, fit voler la porte en éclats. Puis les mots vinrent, chantés d'une voix qui enfla pour remplir chaque recoin de la vaste salle. Chaque syllabe imprégnée de la tristesse d'une vie entière d'une autre personne. Le saule ploie sous l'orage, une promesse murmurée pour me tenir chaud. Tu disais notre amour fort comme un fleuve, mais les fleuves vagabondent, et tu es parti. La salle de bal avait disparu. À sa place, Richard se tenait dans un petit appartement au 4e étage, sans ascenseur. Il pouvait sentir la pluie sur le trottoir dehors, voir les rideaux de mousseline bon marché flotter dans le courant d'air. Il pouvait sentir les frettes usées de sa vieille guitare acoustique sous ses doigts, et il pouvait la voir, Maria. Ses cheveux étaient une cascade sombre sur ses épaules, et ses yeux, de la couleur de la mer après une tempête, étaient pleins d'une foi inébranlable en lui. En Rick, pas en Richard. Rick le musicien, le rêveur, l'homme qui allait écrire des chansons qui changeraient le monde. Il avait écrit cela pour elle, un mardi pluvieux, comme une promesse, un serment. Alors que la voix d'Élise s'élevait, elle l'arracha à la chaleur du souvenir pour le plonger dans la douleur froide et aiguë de sa trahison. Et oh, le saule pleure sur toi, ses branches crient pour ce qui était vrai. Tu as troqué des chansons contre l'or et l'acier, et laissé une blessure qui ne guérira pas. L'accusation dans les paroles était un coup physique. La voix de cette fille, était remplie d'une angoisse si profonde qu'elle en était presque terrifiante. Le cœur de Richard martelait contre ses côtes. Le souvenir changea. Il n'était plus dans l'appartement. Il était dans un bureau étouffant, aux murs lambrissés, assis en face du père d'Éléonore, un homme qui ne le voyait pas comme un artiste, mais comme un diamant brut à tailler et à polir pour en faire quelque chose de rentable. L'offre était sur la table, un poste dans son entreprise, un chemin vers une richesse inimaginable et la main de sa fille, Éléonore. Le prix était simple. Il devait abandonner son ancienne vie et Maria. Il devait troquer ses chansons contre l'or et l'acier, et il l'avait fait. Sa main qui s'était tendue vers son verre de vin se mit à trembler violemment. Le pied de cristal glissa entre ses doigts, engourdi. Il ne se brisa pas sur l'épais tapis, mais atterrit avec un bruit sourd et étouffé, renversant une mare sombre de vin rouge sur le lin blanc immaculé, comme une tache de sang qui s'étend. Éléonore, enfin, détournant son regard choqué de la scène, vit l'état de son mari. « Richard, Richard, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade ?» siffla-t-elle, sa voix un murmure frénétique et désespéré. Son monde parfaitement ordonné basculait sur son axe. Son mari, son inébranlable titan de l'industrie, ressemblait à un homme regardant son propre fantôme. Il avait l'air brisé. Il ne l'entendit pas. Il ne pouvait entendre que la chanson, un verdict prononcé par les lèvres d'une étrangère qui chantait comme si elle connaissait tous les secrets de son âme. Mais comme le saule, je reste, et murmure ton nom oublié dans la pluie. Chaque personne dans la salle était maintenant prisonnière de cette voix. Ils étaient venus pour une annonce commerciale, pour l'ascension sociale, pour les commérages. Ils recevaient à la place une confession, une mise à nu publique et brute d'un chagrin profond. Ils ne comprenaient pas les détails, mais ils comprenaient l'émotion. C'était trop réel, trop puissant pour être une simple performance. Isabelle Delacroix pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, traçant des chemins à travers son maquillage parfait. La chanson était un miroir. Dans la posture puissante et provocante d'Élise, Isabelle vit le reflet de sa propre cage dorée. Les paroles sur le troc de la vérité contre un trésor semblaient être sa propre histoire chantée à voix haute. Elle regarda l'expression stupéfaite et laide de Julien, et Éléonore, dont le visage était un masque confus de fureur et de peur, et elle sut que cette chanson était un hymne de libération pour elle aussi.
Elle lui donnait un courage qu'elle ne s'était jamais connu. Plus important encore, Monsieur et Madame Chang observaient Richard Beaumont. Ils étaient de fins lecteurs d'hommes. Ils virent son visage cendré, la sueur perlant sur son front, le tremblement de ses mains puissantes. Ils virent un homme non pas en contrôle, mais un homme complètement anéanti par un fantôme de son passé. Monsieur Chang se pencha vers sa femme et lui murmura quelque chose en mandarin. Ses fondations sont de sable. Elle hocha la tête, son expression sombre et résolue. La fusion Beaumont-Chang se dissolvait à chaque note déchirante. Près du mur du fond, caché dans l'ombre, M. Dubois se tenait les larmes aux yeux. Il avait été le plus vieil ami de Maria. Il se souvenait d'elle, vibrante et pleine de vie, avant qu'un cœur brisé et une vie de lutte ne lui volent sa lumière. Il se souvenait de l'entendre fredonner cette même mélodie, un air triste et mélancolique qu'elle ne pouvait jamais tout à fait oublier. Il assistait non pas à une simple chanson, mais à un acte de justice divine, en gestation depuis des décennies. Les dernières notes de la chanson restèrent suspendues dans l'air, chatoyantes de douleur et de beauté. Élise tint le dernier mot, pluie, sa voix, une cloche de son parfait et soutenu, qui s'évanouit lentement, lentement, dans un silence absolu et retentissant. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Le seul son dans toute la vaste salle de bal était le battement frénétique et paniqué du cœur de Richard Beaumont. C'était un silence si profond, si lourd, qu'il semblait plus significatif que n'importe quels applaudissements. C'était le silence de 100 bombes explosant toutes en même temps. Élise abaissa le microphone, sa poitrine se soulevant, son corps entier tremblant sous la libération violente d'adrénaline. Ses yeux, brillants de larmes non versées, retrouvèrent ceux de Richard. Il ressemblait à un homme vidé de l'intérieur. Elle ramena le microphone à ses lèvres. Sa voix, non plus chantante, mais parlant avec une clarté calme et dévastatrice, résonna dans la salle aux allures de tombeau. Cette chanson, commença-t-elle, son regard inébranlable, s'appelle « La complainte du saule ». Elle aurait été écrite il y a très longtemps. Une inspiration collective et brusque traversa la pièce. Le silence se fissurait. Élise fit un demi-pas en avant, sa présence sur scène aussi imposante que celle de n'importe quel leader mondial. Elle a été écrite pour ma mère, une femme nommée Maria Fournier. Une vague de halètements et de chuchotements frénétiques déferla sur la salle de bal. La main manucurée d'Éléonore vola à sa bouche, ses yeux écarquillés par une compréhension monstrueuse qui se faisait jour. « Elle m'a dit qu'elle avait été écrite par l'homme qu'elle aimait, » continua Élise, sa voix gagnant en force, chaque mot une pierre soigneusement placée, construisant un pont vers une terrible vérité. Un musicien fauché, un homme avec une âme de poète et une guitare bon marché, un homme qui a disparu de sa vie pour poursuivre un autre genre de rêve. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, les forçant tous à relier les points. Puis vint le coup de grâce final. Un homme qu'elle appelait Rick, dit Élise, ses yeux fixés sur le patriarche de la famille Beaumont. Un homme qui semblait maintenant se ratatiner dans son costume coûteux. Mais je crois que vous le connaissez tous sous un autre nom maintenant, E.N.T. Elle maintint le silence pendant un dernier battement insoutenable. Richard. Richard Beaumont. Le mot Beaumont atterrit avec la force d'une explosion physique. Le silence se brisa en 1 million de morceaux de chaos. Les gens étaient debout, les téléphones étaient levés, et un raz-de-marée de bruit, de choc, d'indignation, d'excitation remplit la pièce. La façade soigneusement construite de la famille Beaumont n'avait pas seulement été fissurée, elle avait été totalement et irrévocablement dynamitée devant les personnes mêmes qu'ils cherchaient à impressionner. Éléonore poussa un cri étranglé, un son de déni purement animal. C'est un mensonge vicieux et pathétique d'une moins que rien cherchant à se faire de l'argent. Mais personne n'écoutait les cris perçants d'Éléonore. Chaque personne dans la salle, son fils, ses invités, les médias, les partenaires commerciaux de son mari, regardait Richard. Il ne nia pas. Il ne le pouvait pas. Son visage était une toile grise et macabre de culpabilité. Sa mâchoire était pendante. Ses yeux étaient écarquillés par la terreur pure d'un homme dont le plus sombre secret, le péché originel sur lequel tout son empire était construit, venait d'être exposé au grand jour. Il regarda au-delà de sa femme furieuse, au-delà de son fils abasourdi, et vers la jeune fille sur la scène, ce spectre de son passé fait chair, et il murmura un seul mot, un nom qui était à la fois une prière et une malédiction.
si bas que seuls ceux à sa table purent l'entendre par-dessus le vacarme grandissant. Maria. Et dans ce seul mot brisé, toute la salle entendit sa confession. La serveuse disait la vérité. La confession murmurée de Richard Beaumont, Maria, fut une seule pierre fragile jetée dans une mer de chaos bouillonnant. Elle fut avalée presque instantanément par la marée montante de la cohue. Pourtant, pour ceux qui l'entendirent, pour Éléon, or, pour Julien, pour M. Dubois, ce fut le son définitif de la reddition. C'était la vérité, crue et indéniable. La salle de bal, il y a un instant temple de l'élégance choisie, avait sombré dans un pandémonium de réactions humaines brutes. L'air, épais du parfum des lys, était maintenant percé par l'odeur métallique et piquante du scandale. Le crissement d'une chaise traînée en arrière, le cliquetis frénétique et les flashs de dizaines d'appareils photo de smartphone, créant un effet stroboscopique désorientant, la cacophonie de 200 voix parlant toutes en même temps. C'était le son d'une dynastie mourant en public. Le personnel impeccablement formé du ciel d'or était figé, leur programmation professionnelle court-circuitée par l'implosion sociale sans précédent. Ils se tenaient comme des statues, plateau à la main, ne sachant à qui obéir, les yeux écarquillés de peur et de fascination. Éléonore Beaumont, cependant, n'était pas figée, elle était pure rage cinétique. Le choc initial avait été consumé par les feux de l'autoconservation. Elle se jeta sur Richard, attrapant les revers de son smoking exquisément taillé, ses diamants raclant la soie. « Richard, dis-leur !» hurla-t-elle, sa voix un déchirement rauque et désespéré dans le tissu du bruit. Elle essaya de le secouer, de faire rentrer la vérité dans sa boîte. « Dis-leur que c'est une garce menteuse sortie de sous un rocher. Tu as construit ça. Nous avons construit ça. N'ose pas laisser cette moins, que rien tout réduire en cendres. » Ces mots étaient destinés à le rallier, mais ils ne firent que souligner sa véritable peur. Non pas la trahison d'un amour mort depuis longtemps, mais la perte de son statut, de son pouvoir, de son nom. Richard ne répondit pas. Il fixait simplement la scène vide où Élise s'était tenue, son visage un masque gris et vacant. Il était un roi dont le château venait de se révéler être fait de sable, et il regardait la marée monter. Julien, pendant ce temps, avait l'impression de regarder la scène de l'extérieur de son propre corps. Il regarda le visage hystérique et contorsionné de sa mère, puis celui catatonique de son père. Son regard dériva ensuite vers la scène, vers le pied de micro solitaire qui semblait vibrer d'un pouvoir résiduel. Cette serveuse, cette fille qu'il avait si nonchalamment moquée, avait démantelé son monde entier avec une chanson. Il sentit une vague de nausée. Son identité, sa fierté, son nom même, tout cela reposait sur un mensonge. Qu'était un Beaumont si les fondations du nom étaient un secret sordide d'abandon et de tromperie? Il baissa les yeux sur ses propres mains manucurées, reposant sur la nappe tachée. Il avait les mains de son père. Il se demanda soudain, avec une horreur glaçante, s'il avait aussi la faiblesse de son père. C'est dans ce vortex d'effondrement familial que M. Chang-Anti revint, apportant avec lui un calme glacial et absolu. Il se leva de sa chaise, ses mouvements délibérés et précis. Il ajusta le nœud de sa cravate en soie, sa posture rayonnant d'une autorité qui éclipsait complètement le chaos frénétique des Beaumont. Il n'éleva pas la voix. Pourtant, quand il parla, une poche de silence sembla se former autour de lui. « Monsieur Beaumont », commença-t-il, sa voix froide et claire comme de l'eau glacée. Les journalistes, sentant un nouveau développement encore plus significatif, se pressèrent plus près. M. Chang les ignora, son regard perçant fixé uniquement sur l'homme en ruine à la tête de la table. « Dans mon monde, continua-t-il, les affaires ne sont pas simplement des chiffres sur une page. Elles sont une question de confiance, une question d'honneur. Nous croyons qu'un homme qui n'honore pas ses engagements personnels les plus sacrés ne peut être digne de confiance pour honorer ses engagements prophéties. Honnels, un homme qui abandonne son propre enfant pour la poursuite de la richesse a un caractère vicié. Ses fondations sont de sable. Il laissa la métaphore flotter dans l'air, une évaluation dévastatrice et précise de la scène. Notre accord était conditionné à un partenariat d'intégrité et de respect mutuel. Je ne vois ni l'un ni l'autre ici ce soir. Ce que je vois, c'est une famille consumée par la cruauté et construite sur un mensonge honteux. Il secoua la tête d'un mouvement bref, presque imperceptible. Nous ne pouvons en bonne conscience fusionner l'avenir de notre entreprise avec un héritage aussi volatile et déshonorant. Considérer notre accord et toute association future comme définitivement terminée. Il fit alors quelque chose qui scella le destin des Beaumont. Il se tourna légèrement et s'adressa aux autres titans de l'industrie et de la finance
présent dans la salle. Que ceci soit une leçon pour nous tous. Le caractère est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Sur ce, il s'inclina sèchement, un geste de finalité, et se tourna vers sa femme. Elle se leva et prit son bras sans un mot, son expression mêlée d'un dédain total pour la scène qui l'entourait. La foule s'écarta pour eux alors qu'ils sortaient, leur départ silencieux et digne étant une condamnation plus puissante que n'importe quelle insulte criée. C'était le son de milliards d'euros qui quittèrent la pièce. C'était le premier et le plus important clou dans le cercueil des Beaumont. Leur départ fut le signal qui brisa la transe d'Isabelle. Elle avait observé tout l'échange avec un cœur à la fois terrifié et exalté. Le courage d'Élise avait allumé une étincelle en elle, et la puissante dénonciation de M. Chang l'avait attisée en une flamme. Elle se leva, son mouvement attirant le regard vide de Julien. « Isabelle, non, murmura-t-il, un plaidoyer pathétique. » Elle ne lui répondit pas. Elle baissa les yeux sur le diamant monstrueux à son doigt. Il semblait froid et lourd, une magnifique menotte. D'une main ferme, elle l'enleva. L'empreinte pâle qu'il laissa sur sa peau était la marque de sa quasi-captivité. Elle fit les quelques pas jusqu'à Julien, le son de ses talons sur le parquet à un rythme net et décisif. Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois, il ne vit pas la femme placide et agréable qu'il s'apprêtait à épouser, mais une étrangère dotée d'une volonté de fer. Elle a chanté sur le fait de troquer des chansons contre de l'or et de l'acier, dit Isabelle, sa voix calme mais assez forte pour percer sa torpeur. C'est ce que c'est, Julien. Elle posa la bague sur la table à côté de la tache de vin qui s'étendait. Elle scintillait de manière obscène au milieu des décombres. Il ne s'est jamais agi d'amour. C'était une transaction, la fusion d'une maison inférieure avec une plus grande. Et je ferme le compte. Elle lui tourna le dos, ainsi qu'à la vie qu'il représentait, et se dirigea directement vers la scène, vers la femme qui, en 10 minutes, lui avait montré plus sur la force qu'elle n'en avait appris de toute sa vie. Leurs regards se croisèrent, l'héritière et la serveuse, deux femmes des extrémités opposées du spectre social, maintenant unies du même côté d'une guerre morale. « Merci, » murmura Isabelle, la voix épaisse d'émotion en atteignant Élise. « Vous vous sauvez vous-même, » répondit Élise, sa propre voix tremblant encore légèrement. Juste à ce moment, deux des gardes de sécurité privés et costauds des Beaumont, recevant enfin un ordre cohérent de quelqu'un, commencèrent à se frayer un chemin à travers la foule vers la scène. « Madame, vous devez venir avec nous, » grogna le premier en tendant la main vers le bras d'Élise. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, M. Dubois se déplaça avec une vitesse qui démentait son âge. Il s'interposa entre les gardes et les deux femmes, son corps une barrière protectrice solide. « Vous ne poserez pas la main sur elle, dit M. Dubois, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle qui stupéfia les gardes et les fit hésiter. « C'est toujours mon club, et pour ce soir au moins, nous nous rangeons du côté de la décence humaine plutôt que des gros bras. Mademoiselle Fournier n'est plus une employée, elle a démissionné. Maintenant, descendez de ma scène avant que je ne vous fasse jeter dehors pour harcèlement de mes invités. » Il poussa fermement mais doucement Élise et Isabelle vers l'arrière de la scène. « Allons, les filles, par la sortie de service maintenant. » Il les guida loin du chaos, par une porte qui menait au couloir de service stérile et vivement éclairé. La cacophonie de la salle de bal s'estompa derrière elle, remplacée par le bourdonnement des systèmes de ventilation et le cliquetis lointain des cuisines. C'était comme passer d'un champ de blé à taille à une tente de triage. Le silence était un baume. Elles sortirent par une sortie latérale dans l'air frais et humide de la nuit. Les bruits de la ville, une sirène lointaine, le grondement d'un métro, le murmure de la circulation semblaient réels et rassurants. Isabelle prit une profonde inspiration frissonnante qui se transforma en un mélange de sanglots et de rires. « Je n'ai nulle part où aller, dit-elle, la réalité sauvage de sa situation la frappant enfin. Mes parents vont être fous de rage. Tu peux rester avec moi, offrit instantanément Élise, sans la moindre hésitation. Ce n'est pas le ciel d'or, mais c'est sûr et c'est honnête. À ce moment-là, sous la lueur indifférente d'un lampadaire, une alliance puissante et improbable fut forgée. Les jours qui suivirent furent un déluge médiatique. L'histoire était une tempête parfaite de richesse, de scandale et de triomphe de l'opprimé. La chanson du ciel d'or, comment une serveuse, a fait tomber le titan Beaumont, titrait un journal. La complainte de l'enfant illégitime coûte des milliards à un PDG, criait un autre. Une vidéo granuleuse prise avec un téléphone portable de la performance d'Élise passait en boucle sur toutes les chaînes d'information.
sa voix brute et puissante devenant un hymne pour les sans-voix. L'action de Beaumont-Capital ne chuta pas seulement. Elle plongea dans une spirale mortelle irrécupérable. Richard fut contraint à une démission humiliante. Éléonore, bannie de toutes les listes d'invités et de tous les conseils d'administration caritatifs, se retira dans sa somptueuse demeure, prisonnière du statut social qu'elle avait vénéré. Julien disparut tout simplement, englouti par la honte de la disgrâce publique de sa famille. Pour Élise, la vie se transforma. Son petit appartement fut assiégé par les journalistes. Mais maintenant, elle avait Isabelle, qui, avec l'efficacité surprenante de Q, eut qu'un élevé pour la gestion, devint sa protectrice féroce, son attachée de presse et son amie. Les appels ne provenaient pas seulement des médias. Ils venaient de producteurs de disques légendaires, de promoteurs de concerts, des scènes même dont elle n'avait osé que rêver. L'appel le plus important, cependant, vint d'un avocat. Une célèbre philanthrope, une femme partie de rien, avait été émue aux larmes par l'histoire d'Élise. Elle avait créé un fonds perpétuel pour couvrir absolument tous les besoins médicaux de Maria Fournier, assurant son transfert dans le meilleur établissement de soins neurologiques du pays. Quand Élise apprit la nouvelle, elle pleura, non pas pour la victoire sur les Beaumont, mais pour le profond cadeau de paix pour sa mère. Un mois après cette nuit, une seule enveloppe épaisse arriva, réexpédiée du ciel d'or. Elle était en papier cartonné de couleur crème, sans adresse de retour. L'écriture à l'intérieur est « Taie élégante, mais visiblement tremblante. Élise, il n'y a pas de mots dans la langue française suffisant pour défaire le passé. Des excuses de ma part sont un son creux et insultant face à l'ampleur d'une vie de lâcheté. Je me suis dit un jour que c'était un signe de force de faire le choix difficile, de choisir l'ambition plutôt que l'amour. Je vois maintenant, avec une clarté qui m'a tout coûté, que c'était l'acte ultime de faiblesse. Votre mère était la mélodie de ma vie. Dans ma peur et ma cupidité, j'ai choisi le silence. J'ai vécu dans ce silence pendant 25 ans, et ce fut une prison froide et vide que je me suis construite. Vous, avec votre voix, avez ramené la musique, même si c'est une chanson qui relate ma propre ruine. Pour la vérité de cela, je suis, d'une manière étrange et douloureuse, reconnaissant. J'ai perdu tout ce que j'ai construit. Ce qui reste a été placé dans une fiducie. Cela ne peut pas vous rendre un père ni rendre à votre mère les années que je vous ai volées à toutes les deux. C'est un substitut pathétique à une vie que j'aurais dû partager. Je ne vous demande rien, mais je vous en supplie. Utilisez-le pour vos rêves. Construisez quelque chose de beau et de vrai. Soyez la personne que je n'ai jamais eu la force d'être. Je ne vous importunerai plus, ni votre mère. Rick. À l'intérieur n'était pas un chèque, mais un acte notarié, transférant la part du lion de ce qui restait de la fortune Beaumont à une fiducie en son nom. Élise lut la lettre 2 fois, les larmes brouillant l'encre. Ce n'était ni un pardon, ni des retrouvailles. C'était une confession, un dernier acte de reddition silencieux. Elle pensa à sa mère, dont l'histoire d'amour avait été vengée. Elle pensa à l'homme vidé qui signait de son nom, non pas le puissant Richard, mais le défunt Rick. Elle regarda par sa petite fenêtre la ville tentaculaire. Elle ne ressemblait plus à une adversaire. Elle ressemblait à une promesse. L'argent était secondaire. La vérité de sa mère, avait été chantée, et le monde avait enfin écouté. Finalement, ce ne fut ni l'argent, ni le pouvoir qui l'emportèrent. Ce fut une voix. L'histoire d'Élise est un puissant rappel que la dignité ne peut être achetée, et que la vérité ne peut être réduite au silence pour toujours. Elle est entrée dans cette pièce avec rien d'autre que son intégrité, et en est repartie avec tout ce qui comptait vraiment. Les Beaumont avaient un empire construit sur des mensonges. Mais une seule chanson chantée avec le cœur a suffi à tout faire s'effondrer. Son courage n'a pas seulement reconquis son propre passé, il a libéré les autres et a prouvé que même lorsque vous vous sentez impuissant, votre voix est votre plus grande arme. Si cette histoire de courage vous a ému et que vous croyez au pouvoir de dire votre vérité, veuillez cliquer sur le bouton J, aime, pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa propre force. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires incroyables, où l'opprimé trouve sa voix et change le monde. Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.